Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Quel est l'état des lieux du pôle de croissance de Bagré? La représentation nationale pense que ce pôle, source de richesse, n'est beau que sur le papier. Une délégation d'élus nationaux prévoit y faire un tour au moment où le gouvernement veut lancer de nouveaux pôles de croissance. Le point sur la plénière achevée en début de soirée d'hier, dès le début de ce journal. Dans cette édition également, le bilan d'une vingtaine d'années d'existence. La journée nationale du paysan édition 2017 se consacre aux résultats engrangés depuis son institution en 1993. Les perspectives de cette rencontre annuelle entre le monde paysan et les gouvernants seront également à l'affiche. Pour en parler, nous recevrons dans quelques instants le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, M. Jacob Ouedraogo. Avant le développement de ces titres, sachez que l'on a beaucoup parlé investissement à la primature. Paul Kabatieba a accordé 2 audiences au cours desquelles le développement, le partenariat et l'investissement ont été évoqués. Les domaines concernés, les infrastructures et l'industrie pharmaceutique. Les détails avec Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Yves Thibault, le vice-président de la structure mère du groupe Satom, échange avec le Premier ministre sur les projets en cours d'exécution au Burkina. Il a aussi marqué son intérêt à participer activement aux futurs projets d'infrastructure. Je pense à des constructions de routes, je pense à l'aéroport, nouvel aéroport, je pense également au développement de partenariats publics-privés, un certain nombre d'autres chantiers, peut-être aussi à des bâtiments pour lesquels je suis venu voir et me faire expliquer et dire au Premier ministre que dans des conditions bien sûr de transparence et de concurrence parfaite, nous souhaitions participer à une partie de ces projets. Paul Kabatieba a également reçu le directeur commercial du groupe Chemfam spécialisé dans la production pharmaceutique. Rajnish Gar et sa délégation ont présenté au Premier ministre une étude partielle de vulgarisation de médicaments génériques au Burkina. L'unité qui naîtra au Burkina serait vraiment de la haute classe avec les normes de certification OMS. Et je voudrais profiter aussi véritablement parce que ce qui nous a encouragé à venir, c'est la vision. C'est la vision et l'engagement des hautes autorités du pays à pouvoir vraiment travailler, à faire en sorte que la gratuité des soins soit un acquis au niveau des enfants, au niveau des femmes, et aussi que les soins de santé soient très abordables, les produits pharmaceutiques soient abordables. Et selon le groupe pharmaceutique Chemfam, 15 mois sont nécessaires pour la mise en place de l'ensemble des mesures. Et puis ce communiqué de presse de la direction de la communication de la présidence, le président du Faso, à la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire du Parlement panafricain, invité en qualité de président d'honneur à la cérémonie solennelle d'ouverture de la 4e session ordinaire du Parlement panafricain. Le président du Faso se rendra à Midrand en Afrique du Sud le 7 mai 2017. Et lors de cette session ordinaire de la 4e législature, le président du Faso va délivrer un message le 8 mai 2017 aux honorables députés du Parlement panafricain. Et le Parlement panafricain, en adressant cette invitation au président du Faso, veut s'inspirer de son expérience d'ancien parlementaire et de sa vision de développement du continent en qualité de chef d'État. Des députés également membres de groupements associatifs, certains de leurs pairs le voient d'un mauvais œil. Aucune loi ne l'interdit pourtant, mais une exige que ce militant ne fasse point partie des instances dirigeantes de la formation politique. Au cours d'une plénière, les élus nationaux ont aussi voulu en savoir davantage sur les pôles de croissance. Compte rendu signé Adama Guiti et Vincent Kendrebego. Des élus locaux exercent également les fonctions de responsables d'associations de cotonculteurs. Et le député Laurent Charles Ouattara interpelle l'administration territoriale sur la question de politisation des organisations associatives au Burkina Faso. Le ministre Simeon Ouedraogo a dû fouiller les textes, mais aucune loi qui interdit ce cumul de fonctions. Aucune disposition de nature à empêcher
les responsables des groupements d'occuper des fonctions politiques. Même en les considérant comme des associations au sens de la loi portant liberté d'association, il faut se coller à l'esprit et à la lettre de l'article 7 de cette même loi portant les libertés d'association qui interdit seulement donc, des responsables d'associations qui soient membres des instances dirigeantes des partis politiques. Les députés ont également demandé au gouvernement de faire l'état des lieux de Bagré Pôle au moment où il est question d'implémenter d'autres pôles de croissance. Le pôle de croissance de Bagré vise à contribuer à l'accroissement de l'activité économique dans la zone d'utilité publique par la réalisation des infrastructures critiques et la fourniture des services essentiels propices pour le développement d'une activité économique dynamique basée sur l'exploitation de la zone. Pour le gouvernement, le bilan est positif, mais pour la représentation nationale, Bagré Pôle est plus beau sur papier que sur le terrain. Et le gouvernement est invité à effectuer une mission sur le terrain pour se rendre compte du niveau de satisfaction des parties prenantes, notamment les paysans. Les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, ont également été discutés et l'Assemblée nationale souhaite que soit prise en compte la nouvelle donne de l'économie nationale, notamment avec l'or comme premier produit d'exportation pour ne pas perdre des recettes fiscales. À cette séance, plus de la moitié des députés étaient absents de l'hémicycle et le président du Parlement a annoncé des mesures contre l'absentéisme. 4 partis politiques se désolidarisent de l'opposition burkinabé. Ils quittent le CEFOP parce que, déçus de la vision politique et sociale de l'institution, la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, c'est le meeting tenu le 29 avril dernier. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse dont le compte-rendu est signé Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. Voici 4 nouveaux visages démissionnaires du CEFOP et dont il faudra désormais se familiariser avec dans le landiano politique burkinabé. Abdoul Salam Diallo, du Parti pour la démocratie et la fédération, Evra Sow, Parti écologiste pour un développement nouveau, Gilbert Bouddha, du Parti Fassocrate, et Inoussa Ouedraogo, du Parti centriste pour la démocratie et le progrès. Cette défection a des causes lointaines d'ordre social et politique. Le CEFOP, sous la direction de Zéphirine Diabré, n'a proposé aucun plan d'action de solidarité à l'égard des familles des victimes de l'insurrection populaire et du putsch de septembre 2015. Le CEFOP s'est lancé dans une stratégie électoraliste avec des acteurs qui doivent répondre devant le juge, au mépris du respect de la mémoire de nos martyrs. Le meeting du 29 avril dernier est aussi une cause récente. Le meeting du 29 avril, vaillante jeunesse. La géographie de la salle confirmait la véritable connexion entre l'ADF-RDA, le CDP, l'UPC et l'UPC. La stratégie de la politique politicienne était déjà mise en œuvre en vue de permettre au CDP, l'ADF-RDA de se remettre en orbite, une manière de les absoudre devant le peuple. Très prochainement, ce groupe de partis démissionnaires précisera son nouveau bord politique, opposition aux majorités, mais également l'alternative à proposer. Un reportage signé Abdoul Rasmane Zongo. Et puis, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante fait chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Cette distinction, Maître Barthélémy Kéré la reçoit des mains de l'ambassadeur de France au Burkina. C'était au cours d'une soirée conviviale que nous comptent Isiaka Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Nous vous remettons les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Maître Barthélémy Kéré reçoit la Légion d'honneur des mains de Xavier Lapère de Cabane, l'ambassadeur de France au Burkina. Cette distinction est une reconnaissance à l'ancien président de la CENI pour son engagement et son respect des bonnes pratiques démocratiques. Ça ne doit surprendre aucun Burkinabé que la France décide de remercier et de féliciter le président Barthélémy Kéré pour toute son action, toute l'action qu'il a faite, qu'il a eue d'abord pendant toute sa carrière et puis particulièrement à la tête de la Commission électorale centrale. C'est une décoration qui vient pour lui, mais aussi en fait pour toute la CENI et en gros en fait pour tous les citoyens du Burkina Faso. Selon la France, le Burkina Faso est l'un des pays promoteurs de la démocratie et de la bonne gouvernance. On est satisfait
Et on est heureux que l'expérience que nous avons vécue au Burkina Faso ici ait été remarquée également à l'extérieur. Et pour moi, c'est la plus grande satisfaction de considérer que le travail que nous avons fait, qui est donc un travail pour la promotion de la démocratie dans notre pays, a été effectivement jugé comme tel aussi par les grands pays, j'ai fait des grands pays démocratiques. Cette distinction est le deuxième du genre reçu par Maître Kéré. En 2010, il a reçu à cette même tribune l'insigne de l'Ordre national du mérite. À présent, cette question, quelle place pour l'exploitation familiale dans les agropoles du Burkina? Elle devrait être cruciale, répondent les membres du Comité national de pilotage des pôles de croissance. Réunis à Ouagadougou, ils se donnent pour tâche de faire le point sur la mise en œuvre des agropoles burkinabés. Adama Guiti, Mariam Dao et Vincent Kienrobego. À cette première session de l'année 2017 du Comité national de pilotage des pôles de croissance, le couple agropole et exploitation familiale est au cœur de la réflexion. Il s'agira de permettre aux exploitants familiaux de saisir les opportunités offertes par les agropoles en vue d'augmenter leur productivité et de la valeur ajoutée agricole. Au moment où la livraison des premiers périmètres aménagés de l'agropole de Bagré est imminente et où les réflexions pour la construction des agropoles de Sourou et de Samandéni sont entamées, il est judicieux de se pencher sur le lien agropole et exploitation familiale en cherchant les voies et moyens pour faire des agropoles un levier d'émergence d'exploitation familiale moderne, compétitive et résiliente. Une réflexion qui vient à point nommé pour les exploitants familiaux qui attendent beaucoup de l'État. On avait parlé de foncier qui n'est pas vraiment sécurisé. Étant producteur au niveau de Bagré, il y a le riz aussi qui ne s'achète pas. On ne peut pas dire que ça ne s'achète pas, mais les producteurs récoltent au même moment. Et ils ont les mêmes besoins en même temps pour redémarrer la campagne qui suit. Le premier commerçant qui vient vers nous, là, on est obligé de le vendre même si le prix ne nous convient pas. Nous proposons que l'État ou les Bagrépoles là mettent à nos dispositions des fonds, même si c'est à crédit. Après un diagnostic de l'état de mise en œuvre des pôles de croissance, les participants vont également examiner et adopter au cours de cette session des actions prioritaires pour 2017-2020 en vue d'accélérer le développement des pôles de croissance au Burkina Faso. Le Sahel n'est pas en marge de ces agropoles, mais souffre pour l'heure du manque d'eau. La maîtrise de la ressource dans cette partie du Burkina est plus que nécessaire et le département en charge de la question en est conscient. C'est entre autres ce qui peut justifier cette visite de terrain de Niouga Ambroise Ouedraogo dans plusieurs localités de la région. Carnet de route signé Ousmane Kietga et Mariam Ouattara. Inabao Tinakov Dori Gorom Gorom, le ministre de l'eau et de l'assainissement Niouga Ambroise Ouedraogo et sa délégation rencontrent les populations et les agents des services déconcentrés chargés de l'eau et de l'assainissement. Au menu des échanges, un seul message. C'était d'abord pour leur rendre visite. Deuxièmement, leur transmettre tout le soutien, toute la compassion du gouvernement par leur résistance à l'adversité de la nature et à l'insécurité ambiante. Ils nous ont mandaté aussi de remercier et d'encourager tous les services déconcentrés et tous les services décentralisés et toutes les forces de défense et de sécurité. Un message qui suscite la satisfaction des destinataires qui ont saisi l'occasion pour exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous avons vraiment un sentiment de satisfaction et dans la mesure où nous avons constaté effectivement que le gouvernement partage avec nous et tout ce que nous vivons ici. Dans les 17 villages de Tinakov, la première doléance que les populations posent toujours en priorité, c'est l'eau. Nous avons soif. La difficulté majeure que nous avons ici, c'est l'instabilité énergétique. Nous avons de groupes secours, mais souvent les coupures sont très prolongées, ce qui ne permet pas de prendre le relais. Parce qu'une coupure, c'est là à peu près 10 heures, alors que le groupe ne peut fonctionner plus de 10 heures. Et également la capacité de production de la station, mais que nous travaillons à rehausser.
L'autre volet de cette tournée est la visite des infrastructures hydrauliques comme le barrage de Yakuta ou celui de Bambakari dont les travaux sont actuellement interrompus. Et le premier responsable de ce département rassure que les problèmes liés à ce domaine seront pris en compte dans le programme d'urgence Sahel. Et nous prenons la direction de la région de l'Est à présent. L'apiculture y prend de l'ampleur au vu de ses rendements. À Yendouga, village situé à 10 km de Fadan-Gourma, un centre agroécologique fait parler de lui. À côté, il y a ceux qui restent traditionnalistes jusqu'au bout en matière donc de production de miel. Portrait croisé de deux apiculteurs avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. L'élevage des abeilles et la production du miel est en marche dans la commune de Fadan-Gourma. Nous sommes dans la ferme agroécologique de Nyendouga, une localité située à 10 km de la ville. À travers cette visite guidée, le promoteur nous fait voyager dans l'univers des abeilles. C'est une ferme à vocation de conservation, de préservation des pollinisateurs. C'est l'ensemble des pollinisateurs qui est concerné ici. Mais nous travaillons beaucoup sur les abeilles. Vous la voyez? C'est elle la reine. Elle est très différente des autres. Ses ailes ne couvrent pas son abdomen et elle est plus grosse que les autres abeilles, elle est plus longue et elle a un gros thorax. Toutes les abeilles se regroupent autour d'elle pour la protéger. Sur son site de 50 hectares, Jacques Kwadima utilise plusieurs matériels techniques pour récolter du miel brisé et protéger mieux l'environnement. Il dispose d'une centaine de ruches disséminées dans la brousse et la production du miel avoisine les 12 tonnes par an. Nous avons les technologies à cadre mobile et à développement horizontal de type Langstroth ou Dadan. Nous avons les ruches kenyanes également. Et puis nous avons d'autres technologies que nous essayons de tester. Mais la meilleure technologie qui permet de produire un miel de très haute qualité, c'est la technologie à cadre mobile qui permet aux abeilles de stocker le miel dans la hausse à miel. C'est uniquement du miel pur. À côté de Jacques Kwadima se trouve un autre apiculteur, Potia Moulankwande. Pour faute de moyens, il s'adonne toujours à la pratique traditionnelle. Cette filière apicole contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations et au développement local. Il y a longtemps que je suis dans ce métier. J'ai plus de 50 ruches dans la brousse. Pour la récolte, je peux avoir 100 litres, souvent 50 à 60 litres par an. Je vends le litre à 3 000 francs. Cela m'aide à m'occuper de ma famille et à payer les frais de scolarité de mes enfants. Pour ces apiculteurs, la déforestation, les effets du changement climatique et l'avènement des pesticides constituent les obstacles de la filière apicole dans la région de l'Est. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, tenir compte de l'environnement tout en pratiquant son activité, c'est un message que vous portez souvent au monde paysan? Oui, parce que l'environnement détermine un peu les conditions de production. Alors donc, il faut travailler à préserver l'environnement et faire en sorte que nous puissions renouveler nos sols, les fertiliser davantage, afin qu'ils puissent nous donner ce que la terre peut donner. Parce que nous disons que la terre ne ment pas. Et dans ce slogan, effectivement, quand on protège la terre, quand on protège l'environnement, on a des résultats qui nous permettent d'espérer un avenir meilleur. Alors, les 11, 12 et 13 mai prochains à Kaya vont se tenir les journées nationales du paysan. Oui. Alors, 20e édition, l'apport de ces journées sont-elles profitables et puis à qui? Oui, les journées des paysans, il faut se le dire, c'est des journées de réflexion, d'échange franc et direct, parce que vous savez que les producteurs ont en face de son Excellence M. Rochman Christian Kaboré, qui est le président de ce pays, avec le gouvernement, et les producteurs ont des préoccupations. Et à chaque journée nationale du paysan, ils les adressent directement au premier responsable de ce pays
Et ensemble, nous essayons de trouver des solutions à ces problèmes-là pour permettre de booster la production agricole, pour permettre de faire en sorte que le monde rural se prenne en charge et que le monde rural contribue au développement de ce pays. C'est une grande journée et un événement de portée nationale. Et au fil des années, est-ce qu'il y a des acquis que l'on peut noter très rapidement? Oui, il y a beaucoup d'acquis. Il faut se dire que les producteurs eux-mêmes, d'abord, s'attachent à cette journée. Et ça fait déjà 20 ans que cette journée se fait. Et il y a cette habitude de voir que nous avons des problèmes, que nous pouvons les résoudre ensemble et que seuls les producteurs ne peuvent pas les résoudre. Donc déjà, c'est un acquis pour que et le gouvernement, et le secteur privé, et les producteurs, et les organisations non gouvernementales, et les partenaires techniques, tous ensemble, nous asseyons pour discuter des problèmes du monde rural. Il faut se dire aussi que dans les acquis, nous avons les engagements qui sont faits par les producteurs eux-mêmes. Et si je prends par exemple en 2006, ils se sont engagés à faire en sorte que dans les années à venir, ils puissent produire 4 500 000 tonnes de céréales. Aujourd'hui, cet engagement est une réalité. Alors, donc, dans tous les secteurs possibles, que ce soit dans la production végétale, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'environnement, que ce soit tout le monde du développement rural, tous les engagements qui ont été pris, les producteurs savent que c'est un engagement qu'ils doivent rendre parce qu'ils le prennent en présence du président du Faso. Et aussi, ils se disent, en prenant ces engagements, c'est pour améliorer nos conditions de vie, les conditions de productivité. Et finalement, pour nous aujourd'hui, c'est un acquis. Alors, lors de l'édition précédente à Tinkodogo, le président Kaboré avait annoncé une journée du paysan repensée. Où est-ce qu'on en est avec cette nouvelle formule de la journée du paysan? Oui, il faut se dire que, oui, effectivement, le président a dit qu'il faut une journée repensée parce qu'aujourd'hui, le constat est que de plus en plus, il faut que les paysans prennent en charge eux-mêmes l'organisation de cette journée. Il faut de plus en plus que nous revoyions les budgets qui accompagnent l'organisation de ces journées. Il faudra que de plus en plus on puisse suivre toutes les recommandations qui sont issues de ces journées. Et vous voyez que le plus souvent, les recommandations sont faites, mais comme l'événement est annuel, on n'a pas suffisamment de temps pour suivre les recommandations et les évaluer pour voir quelles sont les portées de ces journées. Alors, nous avons fait une étude qui est là, et nous ne voulions pas déjà décider à la place des producteurs. Et cette étude sera communiquée au niveau de la Journée nationale du paysan et nous allons discuter. Parce qu'il y a deux formules qui sont proposées dans cette étude. Ou bien nous laissons les producteurs eux-mêmes d'organiser la journée avec les moyens, peut-être avec un accompagnement du gouvernement, ou on fait une organisation avec tous les secteurs, le monde rural et le gouvernement. Et en ce moment, nous mutualiserons les ressources, aussi bien humaines que financières, pour faire en sorte que ces journées puissent avoir une portée. Et aussi voir s'il faut la maintenir tous les 2 ans ou bien s'il faut la maintenir annuellement. Alors, vraisemblablement, c'est la dernière journée du paysan organisée à elle seule par le gouvernement. Est-ce que tout est fin prêt pour l'événement qui va commencer dans une semaine? Bon, je rectifie un peu ce que vous dites. Ce n'est pas la première fois que... La dernière. Ce sera la dernière organisée, puisque vous avez dit tantôt les deux formules, soit c'est organisé par les mais justement, vous avez dit que ce n'est pas la première fois que nous organisons avec les producteurs. Okay. Vous avez dit... Alors, donc, c'est dire que déjà en 2016, nous avons fait en sorte que les producteurs eux-mêmes, d'abord le thème, c'est eux qui l'ont choisi. Nous les avons accompagnés. L'organisation au niveau régional et provincial, nous les avons accompagnés. Et dans toutes les commissions, les présidences des commissions ont été pilotées par les producteurs
eux-mêmes, sauf la sécurité, le protocole et la santé. Donc, nous pensons que... Est-ce que l'innovation de leur laisser, par exemple, l'organisation, donc ça ne changera pas s'ils sont inclus dans cette organisation? Non, il faut qu'on leur donne quand même les capacités de pouvoir faire une organisation qui tienne. Sinon, déjà en 2016, nous avons testé cette formule, elle est très bonne. Et cette année encore, nous partons avec les producteurs pour, au cas où ces producteurs vont prendre l'événement en main, qu'ils puissent le faire avec toutes les compétences et les capacités nécessaires, afin que ce ne soit pas un échec tout de suite. Et donc tout est fait prêt pour cette 20e édition déjà? On est prêt, toutes les commissions ont été mises en place et nous avons fait les visites terrain, et le protocole a visité les sites, on a déjà installé les tribunes et vraiment il ne reste maintenant que se déplacer pour les 3 jours, le 11, 12 et 13, pour vraiment faire que l'événement se passe très bien. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de la 20e édition de la Journée nationale du paysan, donc qui va se tenir à Kaya les 11, 12 et 13 mai prochains. C'est moi qui vous remercie. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. La Journée mondiale de la sage-femme offre la double occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie et de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui le pratiquent. Sur le plan national, c'est dans la ville de Koudougou, dans le centre-ouest, que la cérémonie commémorative a été faite. Le point avec Ibrahima Sombier et Nathalie Sawadougou. La mortalité néonatale et maternelle, c'est la préoccupation de ces sages-femmes et maïticiens d'État. À l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée, elles ont décidé de mener la réflexion sur la problématique ici dans la cité du Cavalier Rouge, car les chiffres de l'enquête démographique de la santé de 2010 interpellent. Selon cette enquête, le taux de mortalité maternelle est estimé à 34% pour 100 000 naissances vivantes et 28% de décès sur 1000 pour la mortalité néonatale. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, des sages-femmes ne soient pas couvertes sur tout le pays pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle parce qu'elles forment le moyen pour la réduction de la mortalité maternelle et aussi l'équipement, les plateaux techniques. Cette journée est placée sous le thème « Sages-femmes, mères et familles, partenaires pour la vie ». Ministère en charge de la promotion de la femme, épouse du Premier ministre et la représentante de l'UNFPA, toutes s'accordent sur le fait qu'il faut redoubler d'efforts dans le combat. On devrait avoir un engagement collectif. C'est l'humilité, c'est l'écoute, c'est le dialogue et c'est surtout l'accompagnement lorsque la femme ou sa famille ne comprend pas les complications lorsque celles-ci arrivent. Pour diminuer sensiblement ces taux de décès, il faut une implication conséquente de tous les bénéficiaires et de leurs familles dans une approche de mobilisation sociale pour une participation communautaire. Sages-femmes et maïticiens de Burkina, je voudrais vous rassurer de ma constante disponibilité à vous accompagner dans cette noble tâche. En marge de cette célébration, des activités de sensibilisation, de dépistage ont été menées au profit de la communauté. Des certificats de reconnaissance ont été décernés à des membres pour leurs actions en faveur de la mère et de l'enfant. Un acte pour susciter plus d'engagement aux côtés des femmes aux blouses roses pour que la vie de la mère et de l'enfant au Burkina Faso soit toujours rose. Qu'elle soit sage-femme, médecin ou ménagère, la femme est magnifiée à travers un salon. Pour la première édition, le Salon international de la femme de Ouagadougou se donne pour mission de faire la promotion des talents féminins. Des recommandations sont attendues quant à l'autonomisation de la femme burkinabé. Yacouba Gamene et Maïmouna Traoré nous en disent plus. Le Salon international de la femme de Ouagadougou se veut un cadre de promotion de la femme et plus particulièrement des talents féminins. Et il vient avec un projet « Une femme,
un métier. Il y aura des formations dans le domaine et également voir dans quelles conditions on peut mettre les associations féminines ou bien les femmes qui évoluent individuellement en contact avec les structures financières pour avoir un crédit et puis s'installer. Voilà. C'est ça la grande vision du CIFO. Le thème qui est traité au travers de ce salon est un thème qui nous invite donc à participer aux côtés de ces organisateurs-là pour pouvoir apporter notre contribution à ce que nous puissions avoir une grande mobilisation des femmes, à ce qu'elles puissent prendre part au panel, être sensibilisées, être coachées et aussi avoir des opportunités de création d'affaires. C'est aussi un cadre d'échange et de partage d'expériences entre femmes. Que je travaille beaucoup sur les droits des femmes et que je travaille aussi depuis 10 ans dans le secteur privé, je travaille dans le secteur bancaire. C'est parfois dans les rencontres entre femmes qu'on peut aussi partager des astuces pour pouvoir avancer ensemble. Le salon prévoit alors des conférences et des tables rondes sur des thèmes comme femmes et défis de développement ou femmes, démocratie et autonomisation en Afrique. Le rendez-vous culturel à ne pas manquer pour les adeptes du reggae, c'est bien le Marley d'Or. La 4e édition des trophées de la musique reggae bat son plein depuis hier à Ouagadougou et ce jusqu'au 11 mai prochain. Les 3 nominés pour le Marley d'Or sont connus et nous en savons davantage avec Roger Kam et Aruna Marie. Les rythmes des Marley d'Or vont déferler sur la capitale burkinabé du 5 au 11 mai prochain. Cette conférence de presse sert ici de rampe de lancement pour annoncer les couleurs de la 4e édition. Dédiée à la promotion des vibrations positives, le festival se veut également une nuit du mérite pour les rugbymen burkinabés. Cette année, Ima Ado, Jésus Kankelen et Osibi Johan sont en lice pour le Marley d'Or, le prestigieux trophée du festival. En Suisse, des nominés seront aussi distingués dans les 4 autres catégories des Marley d'Or, mais pas seulement. Martin Thierry de New York, tu fais venir Takana Zion actuellement sur Paris, on fait venir les frères Touré Kunda depuis Paris aussi, et puis on fait venir des sommitiers. José Touré qui a fait le déplacement l'année passée, qui est le tourneur d'Alpha Blondy, il sera aussi là et tout ça. Donc c'est pour dire qu'il aura du bon monde, il aura du bon live cette année. Les Marley d'Or 2017 font un clin d'œil à la communauté sénégalaise pour magnifier l'intégration sous-régionale. Il y aura une grande communauté sénégalaise qui sera présente pour non seulement venir soutenir leur idole, qui est les Touré Kunda, les frères Touré Kunda, mais aussi pour dire qu'ensemble au Burkina Faso, les gens vivent en harmonie, les gens vivent en paix. Le festival qui se positionne également comme une école entrevoit des rencontres professionnelles pour donner un coup de pouce au reggae burkinabé. Le village du festival est prévu du 5 au 7 mai au terrain Newton des 4 de Dassasko. La grande nuit qui se tient le 11 mai dans la cour du Siao va permettre de désigner le lauréat 2017 des Marley d'Or. Un mot de sport avec une bonne nouvelle. La crise au sein du karaté burkinabé relève désormais du passé. Depuis la dissolution de l'équipe fédérale en 2015, le karaté-do était géré par une équipe transitoire qui a remis le témoin à une équipe élue. Présentation de cette équipe avec Salifou Belem et Kalfa Ouattara. Ces poignées de main symbolisent le passage de témoin entre comité transitoire et fédération nouvellement élue du karaté-do. Que ce fut long, le chemin qui a conduit à la mise en place de l'équipe fédérale. Et au moment de passer la main, le message de Jean Yamego est clair. Ne faites pas la ségrégation. Continuez de travailler avec tout le monde. Ce n'est pas un groupe qui va passer à la tête de la fédération. C'est la fédération de karaté qui est censée travailler avec tous les karatékas. Vous devez faire en sorte que ceux qui vous boudent de l'extérieur, quand ils vont constater que vous travaillez de façon honnête, avec justesse, avec tout le monde, ils vont revenir à la maison. Élu avec 54 voix pour, une voix contre et 0 abstention, le président de la Fédération burkinabé de karaté-do entend mettre la discipline sur les rails. Le nouveau bureau fédéral entend faire du karaté-do un grand chantier de développement, de formation, de promotion et une saine émulation entre les autres. Nous allons travailler pour que chaque club qui s'ouvre ait en sa tête un homme d'éthique, un homme diplômé, un homme sage pour déjà faire la détection au niveau des clubs. Nous allons nous conformer pour être une fédération comme les autres.
Nous allons travailler également avec les gens qui ne sont pas là aujourd'hui pour qu'ils s'assument, car le drapeau du Burkina ira le plus haut possible à Tokyo si nous sommes unis. Fort de sa connaissance du milieu, Oumarou Yugo entend travailler avec tout le monde, toute la famille du karaté-do, sans exclusive. L'équipe fédérale compte bâtir un cadre plus sportif et redonner confiance à une discipline devenue olympique. Voilà qui met fin à cette édition. Tout de suite à 22h30, Ruth Ouattara revient en direct pour la dernière session d'information. Fousseni Kindo vous revient, lui, demain à l'édition du Grand Journal. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.